Bonjour à tous, et bien aujourd'hui nous sommes avec Marie, Céline, Florence et Marie-Thérèse pour un épisode dédié à la famille, aux enfants et aux anciens. Et donc pour cet épisode nous allons parler de la manière dont on fait famille, dont on vit avec sa famille, et peut-être l'évolution des modes de vie, et peut-être des différences aussi entre les différents pays du monde par rapport aux liens intergénérationnels. Tout à l'heure, Marie-Thérèse disait que ses filles lui renvoient tout l'amour qu'elle a pu leur donner quand elles étaient plus jeunes, qu'elle s'occupait d'elles, qu'elle l'emmenait au restaurant, faire les magasins. Céline aussi a évoqué le fait de rester proche de ses parents et de s'occuper d'eux jusqu'à leur dernier souffle. Céline, vous disiez que en Turquie, le pays où vous êtes née en Turquie ? Je suis née en Turquie. Le pays donc où vous êtes née, la famille vit, enfin vraiment ensemble. Est-ce que peut-être vous pouvez raconter un peu ça pour les auditeurs qui connaissent pas forcément la Turquie, et puis si jamais une de vous veut rebondir ensuite, sentez-vous libre de rebondir sur ce que dit Céline. La famille, pourquoi les parents c'est important dans une famille? Parce que c'est des personnes qui ont de l'expérience. Ils sont là pour aussi une éducation supplémentaire sur l'éducation que nous avons eue. Par exemple, moi personnellement, quand mes parents étaient en train de travailler dans la maison, mon grand-père était là pour s'occuper de moi, pour m'éduquer à son tour, qui prend la relève de mes parents. Il me racontait des histoires. Bon, moi je suis de religion musulmane, donc il me racontait beaucoup de choses sur l'islam, sur la religion d'hier, sur la religion d'aujourd'hui, ce qui se passe. Par exemple, l'éducation, comment il faut être, la politesse, beaucoup de choses qu'un enfant a besoin. C'est pour ça que les personnes âgées sont très importantes dans un foyer, parce qu'ils ne restent pas à rien faire. C'est pas parce qu'on les voit un peu comme un lourd fardeau sur notre dos, parce qu'on doit s'occuper d'eux, mais non, parce qu'ils sont là, ils nous aident aussi, ils nous soutiennent, je sais pas, quand par exemple mes parents n'arrivaient plus à subvenir aux besoins admettons, pour acheter des choses à manger, quoi que ce soit, mon grand-père était toujours là parce qu'il avait quand même son argent à lui. Il nous soutenait, il nous aidait. C'était bien sa présence, moi j'aimais beaucoup, j'appréciais. Ma mère ne disait rien, elle était contente parce qu'il y avait quelqu'un pour s'occuper de sa fille, le temps qu'elle faisait ce qu'elle avait à faire, parce qu'elle était occupée aussi. Et moi, je ferais exactement la même chose avec mes enfants. Et ce que je ne vois pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on le voit de moins en moins. Les parents l'aimaient. Moi, quand je suis arrivée en France, j'étais très triste pour une personne, pour ma voisine en fait, qui pleurait, qui disait moi, ma belle-fille ne voulait pas de moi, elle a voulu me mettre à la maison de retraite, mais moi je veux ma liberté, et il a fallu que je me batte pour avoir ma maison et garder ma maison. Donc ça, c'est très triste. Oui, je voudrais donc un peu rebondir dans le sens de Céline. Quand je suis arrivée en France, ça a été un choc pour moi de découvrir ce qu'on appelle des maisons de retraite. Je n'avais jamais connu ça. Chez nous, on sait que le papa, il travaille, il se marie, il construit sa maison. C'est quand il décède, il reste. Même s'il vit, mon grand-père est resté chez lui jusqu'à 100 ans. C'est quand il décède alors qu'on prend peut-être, c'est le fils aîné qui va rester avec la maison. Donc, je me suis retrouvée dans un toit chez mes grands-parents où il y avait 4 générations. J'ai connu mon arrière-grand-mère paternelle et maternelle. J'ai connu mes grands-parents, tous mes parents paternels, maternels, mes grands-parents. Donc, ce qui fait qu'il y avait mon arrière-grand-mère. Je me rappelle, on m'habituait déjà le matin, les mains qui tremblent. Je devais prendre son pot de nuit, aller le vider et rincer et le couvrir. Le soir, il faut te rappeler, aller rechercher le pot de nuit de mamie, tu le ramènes. Parfois, elle a mal au genou, il faut apprendre à masser mamie. Et moi, ça m'a été utile. Je croyais que c'était du jeu. J'ai travaillé chez une petite dame. Je voyais le matin la kiné qui venait, qui faisait des mouvements, elle repartait, mais toute la journée, elle était algique,
un soir, un après-midi, vers 18h, je lui ai dit, écoutez, donnez-moi la pommade là. J'ai lu, je me suis lavé les mains, je l'ai prise, j'ai massé les genoux, me rappelant les gestes que je faisais souvent avec mes grands-parents, mes grands-mamies. Le lendemain, quand j'arrive, elle me dit, on va prendre le téléphone. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, je vais appeler mon fils, qu'il me vit cette kiné. Depuis qu'elle vient là, je ne ressens absolument rien. Vous m'avez massé hier soir, là debout. Effectivement, je l'ai retrouvée debout. Je suis debout. Je ne sais pas ce qu'elle vient faire ici. Je lui ai dit non, vous pouvez pas faire ça. Moi, j'ai mon diplôme d'auxiliaire de vie. Je ne suis pas kiné. Et les séances, c'est le médecin qui a prescrit, c'est au kiné de les faire. Donc, c'est des petits gestes que je faisais avec mes amis à l'époque. Donc, c'était un choc pour moi. J'arrive, on me dit, c'est une maison de retraite. Je dis, mais ils n'ont plus de famille? On me dit, oui. Je demandais, mais pourquoi est-ce qu'on peut mettre quelqu'un à la porte de chez lui pour le mettre dans une autre maison? On m'a dit, c'est ici, c'est la culture. Je dis, non, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Et effectivement, quand il y a 4 générations comme ça, l'arrière-grand-mère, elle ne fait plus rien. Elle est là, le petit lit est à côté du feu de bois. Moi, je me rappelle, avec mon arrière-grand-mère, quand on mangeait, on préparait de la viande, j'étais contente. Comme elle n'avait plus de dents, je savais que j'aurais son morceau de viande. Là, j'étais contente, ça. Et puis, quand les belles filles vont au champ, on met des arachides dehors, c'est la mamie qui reste là. Il y a même des voisines à côté qui n'ont pas ce privilège-là d'avoir encore des grand-mères qui ramènent des enfants avec le bol de la journée. La grand-mère est là, elle s'occupe des enfants, elle surveille les cacahuètes qui sont mis à sécher pour que les oiseaux ne mangent pas. Donc ça, c'est sa contribution à elle. Au moins, elle est là. Il n'y a pas de bandits qui vont entrer pour voler. Les enfants sont à l'abri. Et c'est bien fait que c'est l'éducation de chez mamie. On fait tout ce qu'on veut. On court, on crie, on fait tout. C'est pas comme quand maman est là. Mais ils sont utiles à quelque chose. Moi, par exemple, avec le temps aujourd'hui, mon papy, il me parlait tout le temps en parabole. Tout le temps en parabole. C'est avec le temps, quand je refais ces paraboles-là, je dis que c'était une très, très, très bonne éducation. Et tout le temps, j'essaie de refouiller au fond de ma mémoire pour les ressortir. Et c'était vraiment une très, très bonne éducation pour moi. Est-ce que Florence, à Madagascar, c'est pareil, on vit avec sa famille sous le même toit, ou est-ce qu'il y a d'autres systèmes? Et oui, du coup, je vais parler un peu plus de ce que j'ai vécu. C'est parce que moi, je n'ai pas vécu longtemps dans ma famille à cause de mes études. Comme ma famille, mes parents, ils habitent à la campagne. Et nous, à la fin des collèges, il fallait qu'on quitte la famille pour continuer nos études en ville. Mais les années où je suis restée avec ma famille, j'ai eu beaucoup des éducations, surtout l'éducation traditionnelle. C'est parce que des fois, les soirs, nos parents nous ont raconté des histoires de nos descendants, de nos traditions qui existent moins maintenant à cause de l'évolution comme on vit maintenant, quoi. Et donc, c'est vrai, nous, on a vécu ensemble dans le même toit, mais chacune de sa chambre, comme nous vivons maintenant. Mais par la responsabilité, chacune aussi de sa responsabilité en famille, et les enfants, ils ont les responsabilités, les parents et comme ça, mais ce qui gère un peu plus dans la famille, c'est la mère de famille. C'est-à-dire, en général, maman, elle reste à la maison, elle s'occupe les enfants, elle prépare les repas quand les enfants reviennent de l'école, et c'est plutôt papa qui est parti en dehors pour travailler. Et après, papa a donné l'argent à maman et c'est elle qui gère
ce qu'il fallait faire pour élever les enfants. Et après, on commence pour ma classe de seconde. Je suis montée déjà en ville, on dit comme ça, et c'est plutôt moi qui s'occupe ma petite sœur et mon petit frère. C'est parce que mes parents sont restés en la campagne et c'est nous qui étions en ville. Et j'ai aussi déjà cette genre de mère de famille en tant que l'aînée pour s'occuper déjà ma petite sœur et mon petit frère. Et je trouve que c'est à cause de l'éducation que j'ai eue de mes parents que j'ai pu faire cette responsabilité autour de mon frère et ma petite sœur. Merci. Et vous, Marie-Thérèse, tout à l'heure, vous disiez que vous avez perdu vos parents il y a 2 ans. Est-ce que vous auriez... alors déjà, quels étaient vos liens? Est-ce que vous les voyez régulièrement? Alors c'est carrément différent puisque mes parents sont décédés à 93 et 95 ans. Donc ils sont restés jusqu'au dernier moment chez eux, dans leur maison. Et c'est différent du sorte que quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, ils nous appelaient pas au téléphone. Tout a été caché. Et ils ont voulu jusqu'à la fin se débrouiller tous les deux. Sans qu'on intervienne, je leur téléphonais tous les jours et tous les jours ils me disaient ça va bien, ça va très bien, il n'y a pas de souci. Donc ils ont voulu se débrouiller jusqu'à la fin tous les deux. C'est vraiment quand mon père a fait un AVC que il m'a appelé au téléphone en me disant ça va pas, je vais mourir. Donc je me suis habillée vite fait, j'y suis partie et c'est vrai qu'il avait fait un AVC chez lui et ça a été une hospitalisation contre son gré parce que c'était le dernier endroit qu'il voulait partir, l'hôpital, mais ça a été le passage obligé. Mais avec leur force de caractère, ils ont toujours voulu se débrouiller tous les deux. Et pareil pour nous maintenant, moi et mon mari, on pense que si un jour on devrait être une charge pour nos filles, on le vivrait mal, parce qu'on ne veut pas demander quoi que ce soit, donc on préférerait demander à quelqu'un d'autre. En ayant travaillé aussi pour les personnes âgées, je me suis aperçue que une personne âgée, elle préfère demander à son auxiliaire de vie quelque chose plutôt qu'à ses enfants. Donc moi je me suis dit, et des moments je dis, le jour où on n'arrivera pas à faire quelque chose, qu'est-ce qu'on fera? Mais je préférerais plutôt me sacrifier et demander à quelqu'un d'autre extérieur à ma famille, à mes enfants, plutôt parce que ça, moralement ça sera pas, on sera pas bien, parce que demander quelque chose à nos enfants, on le vivrait mal, parce qu'on a la force de se dire on se débrouille, on va se débrouiller. Donc voilà. Eh bien, merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis merci à Marie, Céline, Florence et Marie-Thérèse pour leurs précieux témoignages. On se retrouvera dans un 3e épisode qui va cette fois-ci parler des choses que l'on transmet ou pas à ses enfants lorsqu'on en a.